Mon invité du jour est un fin connaisseur de l'univers RH. Il a sillonné le monde entre Londres, Singapour et Paris. Il a cumulé les expériences L'Oréal, Dior, Condé Nast, Ralph Lauren, avant de devenir le SVP d'une des marques préférées des Français, Petit Bateau. Bonjour Thomas. Alors je rappelle le principe de Hacking HR, partager des retours d'expérience, mettre en commun des conseils, trouver des tips concrets pour appréhender et surmonter ensemble cette période inédite. Et le tout à chaud et sans langue de bois. Nous sommes le lundi 16 mars. Au journal de 20h, le président de la République prononce ces mots. Nous sommes en guerre. Un confinement strict est annoncé dans la foulée pour limiter la propagation du Covid-19. Que se passe-t-il à ce moment précis chez Petit Bateau ? On sentait venir la situation depuis quelques jours et on avait pris un certain nombre de dispositions pour d'abord parce que nos boutiques commençaient à fermer. On a commencé à songer à protéger les personnes fragiles. Dès le jeudi soir, on leur a demandé de partir. Vendredi, on a tenu un meeting de l'ensemble des managers, ce qui rétrospectivement peut paraître un peu bizarre, mais pour donner des besoins d'information. Et on se pensait que quelque chose comme ce qui est arrivé allait arriver dans le courant de la semaine suivante. Donc finalement, même si tout ça est extrêmement précipité et totalement inédit, on avait quand même déjà enclenché un peu la mécanique, surtout sur donc les boutiques étaient fermées, puis nos bureaux de Paris, les bureaux qui sont situés sur le site industriel à Troyes étaient un petit peu moins s'y attendaient un petit peu moins et étaient un petit peu moins près dans la préparation de l'interruption d'activité, mais finalement très vite on a pris les dispositions et en fait on a fermé le bureau dès le lundi en fin de journée. D'un point de vue RH, comment s'organise le confinement ? Alors je sais que chez Petit Bateau, vous avez un siège parisien pour les fonctions métiers et vous avez également des usines un peu partout. Comment ça a marché ? Est-ce que vous avez fonctionné par vague ? Est-ce que le confinement a été décrété immédiatement pour tous ? Tu peux nous expliquer ? Comme je le disais, on a d'abord fait une vague pour protéger les personnes fragiles. Et 2 jours après, on a fermé d'abord le site parisien et ensuite le site troyen. On avait déjà fermé les boutiques et on a fermé les ateliers de production en même temps que les bureaux. On a maintenu uniquement l'activité dans le centre de distribution. En fait, on avait vu ce qui se passait en Italie et on s'était un peu préparé à ce qu'il nous arrive la même chose avec le raisonnement de dire qu'il n'y a pas de raison que ce qui se passe en Italie, ça n'arrive pas en France. Et sur le moment, Thomas, quelles sont les difficultés que tu rencontres ? As-tu des craintes, des résistances ? Comment ça se passe ? On improvise beaucoup. Euh, on tâche de donner du sens, on tâche d'ordonner autant que possible une situation qu'on connaît pas et qu'on contrôle pas. On essaye d'avoir des réflexes pour permettre à tous les collaborateurs et à tous les leaders d'équipe eux-mêmes de se mettre en perspective. Ce qui nous est apparu assez clair dès le départ, c'est qu'on était parti pour la longue durée. C'est-à-dire qu'on avait vu ce qui se passait en Chine. La Chine sortait à peine du confinement au moment où la France y est rentrée. On s'est dit on y est pour 2 mois. Et le fait de dire à tout le monde on est parti pour la longue durée, organisons-nous en tant que tel, ça a permis de prendre des bonnes décisions avec un état d'esprit pas serein, mais en tout cas qui était un état d'esprit où on s'est dit il va falloir qu'on s'organise pour que ça dure. Et alors, justement, on parle beaucoup de télétravail. Quelle était votre maturité sur le sujet ? Petit Bateau a toujours été une entreprise qui a très ouverte au télétravail. On a, pour prendre l'aspect légal, un accord d'entreprise qui est très ouvert
est une pratique assez répandue, d'autant plus que comme on est fondamentalement sur deux sites, le site parisien et le site troyen, on est habitué à travailler à distance. Maintenant, on a eu un changement d'échelle qui était complet, puisqu'on est passé d'une quarantaine de personnes en moyenne par semaine à 400 personnes pratiquement, qui étaient d'une manière ou d'une autre en télétravail en 10 jours. Et comment s'organise la vie à distance? Est-ce que vous programmez des réunions hebdo, des calls? Est-ce que finalement, vous transposez finalement le mode de management en présentiel au mode distanciel? Tout le monde y est allé, de son groupe WhatsApp, de ses SMS, de ses... est-ce qu'on va sur Teams, on va sur Zoom, on va sur Skype, etc. Les emails, ça devenait ingérable. Donc, progressivement, on a tâché de canaliser ça et d'avoir les bons outils pour les bons sujets en allant insensiblement, assez naturellement plutôt vers Teams d'ailleurs, mais de manière assez organique finalement, les conversations un peu plus légères sur WhatsApp, le travail sur Teams, etc., etc. Donc ça, c'était une première chose. C'est quand même la nécessité de canaliser. C'est aussi d'avoir des meetings plus précis, organisés de manière plus précise. Par exemple, on se donne la parole, c'est moins foisonnant, c'est plus organisé. Moi, j'avais déjà eu un peu l'expérience de ça, parce que j'avais travaillé chez Ralph Lauren, qui est une boîte américaine qui pratique énormément les conf calls, etc. Il y a vraiment des expériences très claires. Il faut limiter le nombre de participants. Il faut avoir des ordres du jour plus clairs. Ou si on n'a pas des ordres du jour clairs, comme ce qui est par exemple le cas on pratique des stand-up, c'est-à-dire des réunions courtes mais très fréquentes, quotidiennes, qui permettent de faire le point. Et en période de crise, c'était absolument essentiel. Mais à ce moment-là, il y a un rituel qui doit s'organiser, qui doit s'installer, qui permet à chacun de donner les informations qu'il a à donner. Le rituel, il peut comprendre, et ça, je crois que c'est très important quand c'est télétravail, des moments qui sont des moments de pure convivialité, de parler d'autre chose que de boulot. Sinon, le télétravail devient très transactionnel, finalement très froid par certains côtés. Mais il faut ritualiser, il faut organiser, parce que sinon, c'est très difficile d'être efficace. Le fait que les réunions doivent commencer à l'heure, qu'elles soient toutes et très minutées, organisées, sans spontanéité forte, donne plus d'efficacité par certains côtés, ce qui est pour beaucoup une découverte. Et alors, tu le disais justement, il y a beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place à distance. Est-ce qu'à titre personnel, tu organises toi-même une routine, des rituels? Comment s'organise ta journée? Je crois que c'est assez similaire. Et j'avais eu quelques expériences comme ça dans ma vie personnelle, enfin professionnelle, quand on est freelance ou self-employed, ou qu'on fait on est obligé d'avoir de la rigueur dans l'organisation, des rituels d'organiser son agenda, de créer un rythme dans sa journée. Sinon, on s'en sort pas. Le risque d'une période de crise, c'est d'être beaucoup trop en réunion, de ne pas avoir assez de temps pour soi, pour travailler, pour réfléchir. Le confinement n'aide pas, parce que les moments finalement qui permettent de réfléchir, de se retrouver un petit peu, le cerveau a besoin de ces moments de pause où finalement il emmagasine toutes les informations et il les processe, et c'est là où on a des idées, c'est là où on prend du recul. Tous ces moments-là, la combinaison du télétravail et du confinement fait qu'ils ont eu tendance à disparaître. L'heure de jogging ou la demi-heure de métro, qui n'est pas forcément le métro le moment le plus agréable de la journée, mais c'est un moment où finalement la journée est processée, et c'est très important. Ça tend à disparaître. Alors je sais pas quelle est la part du confinement ou quelle est la part du télétravail, mais c'est très dommageable. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, je parlais du fond et de la forme, sur le management. Alors, est-ce que c'est un management en temps de crise ou un management en télétravail? C'est peut-être difficile, il faudrait creuser plus, mais mon approche a été de responsabiliser encore plus nos collaborateurs. On a un peu élargi le cercle
C'est-à-dire que dans l'instance de pilotage RH qu'on a mis en place, on a accueilli une part des collaborateurs de mes propres collaborateurs, hein, donc un groupe un peu élargi, et de beaucoup responsabiliser, donc de beaucoup déléguer, mais tout en organisant pas mal, avec beaucoup plus de clarté qu'on aurait eu dans une... Donc on s'est beaucoup plus vu, on s'est beaucoup plus parlé, mais en même temps on a beaucoup plus autonomisé chacun sur ses périmètres. Donc ça a été pour moi une manière de fonctionner très efficace. Et justement, en matière de formation, est-ce que vous avez réussi à assurer une forme de continuité pédagogique ou vous étiez noyé sur les urgences? Comment est-ce que tu as pallié finalement à la formation à distance? On a déplacé complètement l'axe de notre formation dans l'urgence, hein, dans les premiers jours, sur des formations au télétravail. C'est-à-dire qu'on a édité sous un format marrant à la petit bateau une newsletter quotidienne pour apprendre aux gens à mieux télétravailler, à tous les tips. Et je dirais même du home office parce que ça incluait aussi bien des gestes de pilates que des bonnes habitudes du télétravail. C'était la formation aux outils, c'était la formation à toutes les pratiques du home office. Donc ça a été notre axe. Et alors, tu parles beaucoup justement d'urgence. Ce type de crise, on le sait, fait souvent office un peu de moment de vérité. Elle met l'entreprise face à ses valeurs, sa mission, son sens profond. Et justement, vous, chez Petit Bateau, je crois que vous avez rapidement décidé d'un engagement fort, celui de créer des masques à destination des personnels soignants. Est-ce que tu peux nous raconter justement les coulisses de cette opération ? En fait, comme tout le monde, on a pris conscience au bout de quelques jours qu'il y avait une pénurie généralisée de masques. Et notre métier, c'est quand même de confectionner des produits textiles. Donc, très naturellement, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là, il y a eu vraiment un travail. Donc, notre base industrielle historique, hein, Petit Bateau a été fondé en 1893 à Troyes, au cœur d'un bassin qu'on appelle bonnetier, hein, c'est-à-dire de tout ce qui est maille, et qui a connu son heure de gloire, mais qui reste quand même un bassin de compétences et de talent. Et c'est les entreprises de ce bassin, beaucoup, qui se sont mis ensemble. Et ce qui est vrai dans le bassin troyen, mais c'est aussi vrai dans le nord, du côté de Saint-Étienne et de Lyon, dans l'ouest, les professionnels se sont mis à travailler entre eux pour compléter nous, on n'avait pas la matière, mais on avait les couturières, par exemple. Donc, ça a été un travail collaboratif, collectif au niveau de la région. Alors, quand l'affaire a pris forme, en 48 heures, on a mis au point un patron, on a trouvé la matière, etc. Là, nos collaboratrices, c'est quand même essentiellement des femmes pour ce qui est de la couture, de la confection, se sont portées volontaires et on a été dans une situation qui était extrêmement émouvante et motivante. On a été obligé de refuser des volontaires, d'une part les personnes que notre équipe de santé a considérées fragiles, donc soit pour elles-mêmes, soit pour leur entourage proche, parce qu'on a organisé les choses avec une très grande rigueur sur le plan sanitaire, soit parce qu'on n'avait pas assez de matière, etc. On a même envisagé à un moment donné d'accepter une forme de travail, de bénévolat à domicile, où nos collaboratrices couturières auraient pu faire des masques chez elles. Mais ça posait des problèmes logistiques et sanitaires qui étaient importants. Et finalement, on tourne avec une quarantaine, c'est-à-dire plus de la moitié de l'atelier de temps normal, qui travaille tous les jours pour faire des masques pour le compte de l'Agence régionale de la santé, essentiellement. Alors, on l'a vu, ce moment hors norme contraint beaucoup d'entreprises à ralentir, voire même parfois à stopper leur activité de production. Et certains me disent qu'ils en profitent pour lancer des chantiers de fond, s'attaquer à des vieilles to-do list. Et toi, comment justement mets-tu à profit cette période ? Je dois avouer que les 3 premières semaines au moins, on a géré l'urgence.
D'autant plus que il y avait des problématiques, je dirais, d'administration du personnel au sens fort du terme, qui étaient fortes. Donc, avec toute l'équipe, on s'est concentré là-dessus. Après, ce qu'on a essayé, c'est de trouver une vision à plus long terme, avec plusieurs dimensions. La première, c'est réfléchir à comment on va gérer le déconfinement. Et ça, on a démarré déjà il y a quelques jours, sans attendre les déclarations du président, parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Donc, on va pas juste rouvrir le bureau et tout va se retrouver comme avant. Ensuite, on a essayé de se dire, mais qu'est-ce qu'on va avoir appris pendant toute cette période? Ça, c'est une deuxième dimension. Donc, de réfléchir à, finalement, quels sont les tabous qui sont tombés. On parlait tout à l'heure du télétravail, mais il y en a d'autres, des choses qui nous paraissaient très compliquées. Puis, il y a des choses qui sont relativement petites. On a gardé ouvert notre centre de distribution qui est dans la région de Troyes également, sur la base du volontariat. Et résultat, on a été amené à ce que des gens travaillent dans des circonstances avec des collègues ou sur des postes qui n'étaient pas ceux dont ils avaient l'habitude. Ils nous ont dit, ils nous ont apporté plein d'innovations, plein de suggestions. Donc, on est en train d'apprendre plein de choses. Puis, une troisième dimension qui est de se dire, à moyen terme, qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi un petit bateau, quels sont nos points de force, quels sont nos points de faiblesse, comment on va organiser les bureaux, qu'est-ce qu'on a envie de changer. Donc cette troisième dimension, elle est plus difficile à mettre en œuvre parce que finalement, on est tous le nez un peu collé à l'événement. Mais les deux premières sont, tout le monde a envie de cranter et de se dire c'est une crise qui nous est tombée dessus, c'était difficile à vivre pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on en fait de bien et qu'on a envie de garder. Donc on le voit, hein, tu es déjà dans l'après, tu te projettes dans le demain. Alors cette crise vient questionner, tu vois, toutes nos pratiques, nos modes de vie, nos modes de travail. À ton niveau, qu'est-ce qui va changer? Que vas-tu faire différemment? D'abord, je pense que la façon de travailler avec l'équipe, on s'est soudé et en même temps responsabilisé. Ça, je crois que c'est assez extraordinaire. Puis ça va nous inviter à une réflexion sans tabou sur la manière dont on travaille, sur nos organisations. Donc ça, c'est certainement, on va être plus audacieux qu'on ne l'avait été avant la crise. Ça, c'est certain. Le télétravail est clairement, la façon dont on va répondre à la question à quoi ça sert d'avoir des bureaux va réellement évoluer. Je te remercie beaucoup, Thomas, d'avoir pris le temps de partager ce précieux retour d'expérience en cette période qui, je le rappelle, est inédite. Donc, dans notre prochain épisode, nous vous emmènerons dans un tout autre univers, puisque je partirai à la rencontre, toujours virtuelle, donc distanciation sociale oblige, de Juliette Coyer. Juliette est la Chief Talent Officer du groupe Havas. Amis de la RH, à très bientôt.